Donc, effectivement, le livre Israël, un état d'apartheid avec un point d'interrogation, je précise. Je reviendrai dans un premier temps sur pourquoi le point d'interrogation. Mais le livre Israël, un état d'apartheid est issu, on va dire, d'un colloque qui s'était déroulé en février 2012, normalement à l'université Paris 8, mais au dernier moment, effectivement, le président de l'université, alors que la fac avait non seulement autorisé le colloque, mais financé le colloque à hauteur de 2500 € pour payer les billets des participants, le logement, etc. Au dernier moment, le président de l'université, sous pression de certaines officines bien connues, le CRIF et autres, a finalement décidé de retirer son autorisation parce qu'il y avait des risques de troubles à l'ordre public, paraît-il, à l'occasion de l'organisation de ce colloque. Le colloque a eu lieu, les troubles à l'ordre public n'ont pas eu lieu, et on a eu donc l'idée d'en faire un livre. Premièrement parce que le colloque était de bonne tenue et les travaux présentés étaient de qualité, et puis deuxièmement parce qu'on nous avait tellement taxé de vouloir dire ceci, cela, ou de vouloir sous-entendre ceci ou cela, qu'on s'est dit, écoutez, maintenant vous pouvez lire, et puis si vous voulez discuter, on discute. Voilà, pour l'instant on n'a pas eu de réaction, le livre étant sorti il y a un mois et demi. Donc, première chose pour parler du livre, comme le colloque, il s'agit bien d'une question. Israël, un état d'apartheid avec un point d'interrogation. Pourquoi cette question et pourquoi sous forme de question? La première chose, c'est tout simplement de dire la question se pose. La question se pose aujourd'hui et on a le droit de poser cette question. On a le droit de poser cette question et sachez que ce n'est pas une évidence. On a eu droit donc, à l'interdiction du colloque au dernier moment. D'autres événements du même type ont été interdits, annulés, etc. Et sachez que tout ça ne vient pas de nulle part. En 2004, le président Chirac avait commandé un rapport à Jean-Christophe Rufin, qui est resté comme le rapport Ruffin, sur la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. C'est un rapport d'octobre 2004. Sachez qu'une des propositions du rapport Ruffin, qui finalement n'a pas été, ne s'est pas traduite en loi, mais une des propositions du rapport Ruffin était, je cite, de pénaliser ceux qui porteraient sans fondement à l'encontre de groupes, d'institutions ou d'États des accusations de racisme et utiliseraient à leur propos des comparaisons injustifiées avec l'apartheid ou le nazisme. Donc on a très bien compris de quel État il s'agissait quand on lisait le rapport Ruffin, parce qu'il n'y a pas 6000 États dans le monde qui sont comparés à l'apartheid. Donc il s'agissait tout simplement de proposer que ce soit pénalement sanctionnable de comparer l'État d'Israël à l'apartheid. Donc voilà, il s'agit de dire la question, on a le droit de la poser, la question elle se pose, et c'est pas juste un petit groupe d'universitaires un peu fous qui s'est dit tiens, posons cette question. Cette question se pose depuis maintenant de longues années et elle est posée par des courants, des institutions très mainstream. C'est-à-dire qu'un certain nombre de rapports des Nations Unies font la comparaison entre Israël et l'apartheid en Afrique du Sud. Quelqu'un comme Jimmy Carter, qui a priori n'est pas soupçonnable, à part peut-être d'être âgé, mais il n'est pas soupçonnable d'être un bolchevique ou quelqu'un qui est fondamentalement antisioniste. Jimmy Carter a posé cette question dans un livre publié en 2007. Et plus intéressant peut-être, la question se pose même en Israël. En octobre dernier, en octobre 2012, le journal Haaretz a publié un sondage qui avait été commandé à un institut israélien qui s'appelle Dialogue sur l'état des discriminations en Israël. Et dans le sondage, il y avait une question qui était « Pensez-vous qu'il y a de l'apartheid en Israël ?» C'est-à-dire qu'un institut de sondage israélien posait à la population israélienne, pour un quotidien israélien, la question de savoir s'il y avait de l'apartheid en Israël. C'est-à-dire que même en Israël, on peut poser cette question-là. Donc en France, on peut la poser aussi. Et sachez, pour mémoire, que le résultat du sondage à prendre avec des précautions, comme tout le sondage évidemment, mais indiquait que 58% des sondés considéraient qu'il y avait de l'apartheid en Israël, ce qui est intéressant. La population israélienne elle-même. Donc voilà, le premier élément de cette question, c'est de dire, elle se pose. Et la deuxième raison
de poser cette question, c'est tout simplement de dire, poser cette question, ça permet de regarder la réalité différemment. Ça permet de regarder la réalité différemment, mais ça permet d'aller sur des terrains sur lesquels on ne va peut-être pas spontanément, sur lesquels les travaux traditionnels, entre guillemets, ne vont pas forcément de manière automatique. Parce que l'apartheid, ce n'est pas l'Afrique du Sud de 48 à 94. L'apartheid, c'est un type d'exercice du pouvoir, un type de régime qui est défini en droit international par une convention des Nations Unies de 1973. Et donc il s'agit non pas de la seule Afrique du Sud. L'apartheid, c'est un type de régime défini, avec un certain nombre de normes juridiques. Et vous avez notamment au cœur de la définition de l'apartheid l'idée de discrimination institutionnalisée sur une base nationale, ethnique ou religieuse, dans le but d'assurer la domination d'un groupe national, ethnique ou religieux sur un autre groupe national, ethnique ou religieux. La définition est très longue, la convention, on l'a mise en annexe dans le livre, mais au cœur de cette définition, vous avez ça. Et du coup, il ne s'agit pas de vouloir à tout prix comparer l'Afrique du Sud et l'État d'Israël, mais il s'agit d'interroger la politique israélienne à la lumière de cette idée de discrimination institutionnalisée. Et en quoi ça change le regard, ça ? Je vais prendre un exemple qui correspond à moi, une des contributions que j'ai faites dans le livre. Vous prenez la Cisjordanie. La Cisjordanie est un territoire occupé, toujours occupé à l'heure actuelle, en vrai et du point de vue du droit international. La façon classique, on va dire, de traiter la situation en Cisjordanie, c'est de traiter les conséquences de l'occupation, la violence de l'occupation, les expulsions, la construction du mur, la colonisation, l'accaparement des terres, l'eau qui est confisquée, etc. etc. Et donc de montrer la violence de l'occupation et ce que subissent les Palestiniens. Et ben moi, par le biais de cette interrogation sur la question des discriminations institutionnalisées, je me suis posé la question de la loi en Cisjordanie. C'est-à-dire, parce qu'en Cisjordanie, il y a deux populations qui vivent imbriquées l'une dans l'autre. Les colons israéliens et les Palestiniens de Cisjordanie. Et quand on creuse un petit peu, on se dit, mais en fait, l'État d'Israël administre l'ensemble de la Cisjordanie, en réalité. C'est l'État d'Israël qui contrôle. S'il contrôle, ça veut dire que c'est normé juridiquement. Et ça veut dire qu'il y a des structures pour faire respecter, entre guillemets, l'ordre qui est imposé par l'État d'Israël. Et donc quand on regarde d'un peu plus près, on se rend compte que, ça c'est quelque chose qu'on sait quand on travaille sur la question, depuis 1967, la Cisjordanie et la bande de Gaza aussi jusqu'en 2005 étaient administrées au moyen d'une législation militaire, par une administration distincte des autorités israéliennes d'Israël, qui était un gouvernement militaire qui s'est appelé, à partir du début des années 80, administration civile. C'est des militaires, mais bon, c'est administration civile. Et donc vous avez toute une série d'ordres militaires, 2500 ordres militaires depuis 1967, pour gérer la vie quotidienne des Palestiniens, qui est une force de loi. Je ne rentre pas dans le détail des ordres, on pourra revenir dans la discussion si vous voulez. Et l'État d'Israël a mis en place un système de tribunaux militaires pour faire respecter les ordres militaires. Voilà, sachez qu'aujourd'hui encore en Cisjordanie, vous avez des tribunaux militaires qui font respecter un certain nombre d'ordres militaires. En 2010, par exemple, vous avez 9952 Palestiniens de Cisjordanie qui sont passés devant les tribunaux militaires avec un taux de condamnation de 99,74%, c'est une efficacité redoutable quand même. Voilà. Et la question c'est, et les colons ? Parce qu'en 67, on occupe, on met en place une législation militaire, des tribunaux militaires, mais à partir des années 70, et notamment la fin des années 70, c'est plusieurs milliers, dizaines de milliers de colons, aujourd'hui 560 000 peut-être, qui vivent en Cisjordanie et à Jérusalem. Et les colons, alors, c'est la législation militaire et les tribunaux militaires? Ah non. Alors qu'ils vivent au même endroit, dans le même territoire. On a mis en place des dispositifs d'exception pour les colons, afin qu'ils ne soient pas sujets à la loi militaire et aux tribunaux militaires. Et donc, eux sont sujets à la loi israélienne et ont un statut spécial, impersonnable, comme on dit en droit, qui fait qu'ils sont exemptés d'être jugés par les tribunaux militaires. Alors ça peut paraître, entre guillemets, normal, mais sauf que quand on regarde concrètement ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, en Cisjordanie, si vous conduisez votre voiture entre Bethléem et Hébron, vous renversez un piéton,
vous le blessez, vous n'êtes pas sujet à la même législation et aux mêmes tribunaux selon que vous êtes un colon ou un Palestinien, au même endroit pour le même acte. Et là, on est très clairement, si on réfléchit sur la définition internationale de l'apartheid, on est très clairement dans un cas de discrimination institutionnalisée sur une base nationale, ethnique ou religieuse. C'est-à-dire que ce qui est jugé n'est pas l'acte. La loi et le tribunal ne dépendent pas de l'acte qui a été commis, mais dépendent de l'origine nationale de la personne qui a commis l'acte. Donc ça ne veut pas dire que ça invalide toute analyse et toutes les analyses qui existent sur la situation dans les territoires palestiniens, c'est-à-dire que ça l'éclaire d'un jour un petit peu, sous un jour un petit peu nouveau. Je prends juste cet exemple-là, mais sachez, et je terminerai avec ça, que dans le livre, ce qu'on a essayé de faire, c'est non seulement de regarder les différentes facettes, et donc d'interroger le pouvoir israélien, le type de régime israélien, à la lumière du concept et de la définition internationale de l'apartheid, donc avec des études de cas, des Palestiniens qui vivent en Israël, qu'est-ce qu'ils subissent comme oppression, comme discrimination, est-ce que c'est institutionnel ou pas, etc. Avec le cas des Bédouins qui vivent en Israël, c'est une situation assez particulière aussi, notamment dans le rapport à la propriété terrienne. Avec le cas des Palestiniens de Jérusalem, c'est encore un autre cas qui est assez particulier. Les Palestiniens de Jérusalem ont un statut spécial. Ils sont résidents à Jérusalem. C'est un peu comme s'ils étaient invités permanents, même s'ils sont nés là, avec leurs grands-parents aussi, etc. Donc non seulement on a examiné les différentes facettes de la politique israélienne, mais aussi au-delà, mais ça on en parlera, on s'est posé la question de savoir qu'est-ce qui unifie tout ça finalement. Et est-ce qu'on peut parler d'un système unifié? Parce qu'au-delà du constat des discriminations dans les différentes catégories de population, est-ce qu'on a un système unifié de discrimination derrière qui pourrait permettre de qualifier Israël de régime d'apartheid? Et pour pousser plus loin la réflexion, ce qu'on a voulu faire dans le livre, on y reviendra dans la discussion, c'est tout simplement de se dire, bon, si on peut parler d'apartheid, on parle de quelque chose qui est défini et qui est condamné par le droit international. Donc de réfléchir à quel type de sanctions. Est-ce qu'il existe des sanctions? Quel mécanisme de sanctions? Et toute la deuxième partie du livre, après ces études de cas, est consacrée à l'étude du type de sanctions, avec des articles de juristes aussi qui réfléchissent en termes de droit, qu'est-ce qu'on peut faire, quel type de démarche, qu'est-ce qui peut être fait, etc. Et avec notamment une réflexion sur une campagne de sanctions qui se développe depuis maintenant 8 ans, depuis juillet 2005, qui est la campagne dite BDS, boycott des investissements sanctions. Donc on a voulu aussi aller sur ce terrain-là, c'est-à-dire réfléchir sur, bon, voilà, il y a une campagne qui se développe, quels sont ses fondements juridiques, à quoi elle ressemble, quel type de sanctions, etc. Et quel avenir, entre guillemets, pour cette campagne. Et avec un dernier temps dans le livre, mais je ne développerai pas, où, étant donné que c'est un ouvrage qui a vocation, voilà, qui s'inscrit dans une démarche universitaire, même si on a eu la préoccupation de lier des travaux de gens qui sont des universitaires pur jus, mais aussi des travaux de gens qui sont des militants, voilà, parce qu'il n'y a pas de frontière étanche entre ces deux milieux-là, et des travaux de journalistes, voilà, on a voulu ouvrir la discussion sur la question du boycott, et notamment du boycott universitaire. Voilà, ouvrir un débat qui n'est pas facile, hein, voilà, faut le dire très clairement, mais l'ouvrir avec une interview de plusieurs universitaires qui ont pris position sur cette question-là et qui expliquent pourquoi ils estiment qu'aujourd'hui cette question se pose et est légitime. Donc voilà, pour finir, et je passe la parole à Céline, la démarche de l'ouvrage, c'était de se dire, on ne veut pas répondre a priori à la question. Voilà, il y a un certain nombre de gens qui ont écrit dans le livre qui pensent qu'on ne peut pas parler de régime d'apartheid strict. Voilà, c'est quelque chose qui est ouvert. Voilà, ce qui se dégage quand même majoritairement dans l'ouvrage, c'est de dire qu'à bien des égards, l'État d'Israël répond aux critères internationaux de définition de l'apartheid, et que donc, ce qui serait logique à partir de là, c'est qu'on sorte d'une perception de la question palestinienne qui serait celle d'un conflit de légitimité entre deux peuples et deux nationalismes, où en gros ce qu'il faudrait c'est que les gens s'assoient autour d'une table et fassent des compromis. Au moment de l'Afrique du Sud, personne ne s'amusait à dire les torts sont partagés entre le pouvoir blanc et les noirs qui sont opprimés, et il faudrait que les deux fassent des compromis.
c'était un petit peu plus compliqué que ça. On parlait de réconciliation, on parlait de... etc. Mais avant de parler de tout ça, on était d'accord pour dire il y a un pouvoir discriminatoire. Et ça change le braquet intellectuel, mais ça change aussi le braquet politique. L'objectif étant aussi d'amener ce débat-là sur le champ politique. Voilà. Bonsoir. Moi, je vais juste revenir sur quelque chose qui a été souligné par Julien et je voudrais insister là-dessus, c'est l'importance qu'on a voulu donner avec cet ouvrage à la structure et à la dimension institutionnelle des choses et pour comprendre d'où ces politiques-là viennent, comment elles sont mises en œuvre, appliquées. Et c'est le sens aussi, enfin donc voilà, donc comme l'a dit Julien, il y a beaucoup d'études de cas, donc générales, et avec un premier cadrage qui est fait par un juriste qui s'appelle François Dubuisson, et qui pose des questions préliminaires du coup qui découlent de cette question Israël un état d'apartheid. Qu'est-ce que ça entraîne? À quoi est-ce qu'il faut qu'on soit attentif? Quelles questions, quelles sont les choses qui pourraient faire qui font que pour lui, en l'occurrence, puisqu'on parlait, alors qui font que pour lui c'est plus compliqué et qu'on ne peut pas parler aussi facilement d'apartheid. Donc il y a plusieurs études de cas qui est à la fois en Israël, à la fois dans les territoires occupés, Jérusalem également, et voilà. Et du coup, donc à chaque fois, essayer de réfléchir, par exemple pour le cas des Palestiniens de 48, la structure, d'où est-ce que ça vient, qu'est-ce qui fait, la politique, les politiques qui sont mises en œuvre et les logiques qui guident ces politiques, puisque les politiques sont guidées, sont pensées dans le cadre d'une logique. Et c'est le sens aussi de ma contribution à cet ouvrage, qui est après toutes ces études de cas, toutes ces analyses sur des thèmes précis, sur des régions précises, c'est de réfléchir et de prendre un peu de recul et de voir d'où est-ce que ça vient, est-ce qu'il n'y a pas une logique générale derrière tout ça. Et donc, essayer de s'interroger du coup sur le sionisme politique. Pourquoi le sionisme politique? Parce que, encore une fois, donc les institutions ne viennent pas de nulle part, elles font partie d'un projet politique, et le projet politique qui a abouti à l'État d'Israël et aux institutions qui ont été créées ont été inspirées, et l'État d'Israël, le premier s'en revendique, du sionisme politique. Aujourd'hui, toutes les institutions sont présentées comme des institutions sionistes, ou qui découlent en tout cas du projet du père fondateur Herzl, etc. Et donc, la question qui était posée dans ma contribution, c'était d'essayer de voir dans quelle mesure on parle de séparation actuellement, Afrada en hébreu, on parle de séparation, d'apartheid, et d'où est-ce que ça vient? Est-ce qu'il n'y a pas une logique dans tout ça? Est-ce qu'il n'y a pas une explication, quelle est l'explication de qui guide ces politiques? Et donc, l'idée, ça a été de revenir au sionisme politique et de s'interroger, parce que dans le sionisme politique, la logique fondamentale, c'est la séparation. Il y a une séparation fondamentale qui est portée par l'idéologie sioniste. J'insiste sur là je parle du sionisme politique parce qu'il y a aussi à l'intérieur même du sionisme, qui est lui-même un courant spécifique du nationalisme juif qui se développe à la fin du XIXe siècle. À l'intérieur même du sionisme, il y a différents courants. Le sionisme politique, qui est porté par Herzl, en est un. Et il a trois objectifs. Donc encore une fois, il s'inscrit dans un contexte qui est celui de la fin du XIXe, et face à cette idée d'un problème juif, face au nationalisme grandissant des puissances européennes, il va se développer, certains diront, comme une sorte de nationalisme réflexe. Et la solution, ils vont se réapproprier d'une certaine façon, après bon, ce sera nuancé, et bien sûr, ils vont se réapproprier certaines thèses antisémites, mais en reprenant cette idée d'un problème juif, après qu'ils ne vont pas voir dans la nature du juif, mais dans le fait de sa dispersion, de la diaspora. En fait, ce serait ça le problème fondamental.
Et donc, ils vont, comme solution, ils vont prôner donc, une solution démographique qui est la séparation des Juifs des sociétés d'accueil dans lesquelles ils sont dispersés, et donc l'émigration et la constitution d'un foyer national juif, voilà, d'une entité souveraine juive. Donc ces deux objectifs-là, donc démographique, politique, qui visent à répondre à ce problème juif, soulignent donc les deux natures, à la fois intrinsèquement liées et en même temps parfois paradoxales, qui font que le sionisme en lui-même est soumis à des tensions internes, qui sont à la fois la logique donc, nationaliste. Le sionisme est une logique nationaliste, comme on l'a dit, mais c'est également une logique coloniale. C'est-à-dire que le projet nationaliste n'a pas pu être pensé sans le projet colonial. Il ne s'agissait pas, comme un nationalisme corse ou le nationalisme breton, je ne sais pas, de se détacher d'une entité plus large, mais de rester. Il s'agissait de migrer vers un territoire et d'y établir. Et c'est là, donc, du coup, donc, nationalisme, colonialisme, beaucoup, il y a des débats aujourd'hui de spécialistes qui visent toujours à se poser cette question, est-ce que le sionisme est une doctrine nationaliste ou une doctrine coloniale? Donc là-dessus, ma réponse est assez comme d'autres, hein, je n'ai pas inventé la poudre non plus, mais la question ne se pose pas puisque ce sont les deux. Et ça s'incarne tout simplement dans ce qu'on appelle le colonialisme de peuplement. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas non plus d'un colonialisme classique, mais d'un colonialisme qui vise à établir une société nouvelle, une entité souveraine. C'est ce qui s'est passé avec les États-Unis, la Constitution des États-Unis, l'Australie, etc. Et ça, c'est dans ce colonialisme-là bien spécifique que se mélange à la fois nationalisme et colonialisme. Et donc voilà. Et donc, on voit à la fois donc c'est ce qui a éveillé mon interrogation, cette idée de séparation dès le début est présente. Il faut se séparer des sociétés européennes et donc et s'installer quelque part. Le problème, c'est que là où ils se sont installés, il y avait des gens, et ça a été entre guillemets, la première erreur du sionisme politique, la première contradiction avec son projet, puisque c'était paradoxal de vouloir se séparer de tout le monde, entre guillemets, mais en même temps d'aller s'installer là où il y avait plein de monde. Donc voilà. Donc, essayer d'expliquer, quand ils sont arrivés, ils se sont constitués en petites entités, et entre guillemets, ils se sont auto-ségrégés. Ils se sont séparés, ils sont arrivés, ils se sont séparés en s'auto-ségrégant. Et l'incarnation de ça, ce sont les kibbutzim. La première, quand on parle d'autoségrégation et entre guillemets, de vivre séparé, de constitution d'une société séparée, ce sont d'abord les kibbutzim, et puis après le yishuv, qui va développer ses propres institutions séparées, avec l'accord à ce moment-là des institutions coloniales britanniques, mais ils vont monter leurs propres syndicats, etc. Et donc, d'une certaine façon, et c'est là où le lien est avec l'actualité et avec Julien, par exemple, ce qu'il explique à propos des territoires palestiniens, c'est pas le régime d'occupation, c'est pas le régime militaire qu'on impose aux Palestiniens qui constitue en lui-même l'apartheid, mais c'est quand les colons vont arriver, où ils vont entre guillemets, ils s'imposent à eux-mêmes l'apartheid. C'est eux-mêmes qu'ils discriminent par rapport aux Palestiniens. Mais bon, après, c'est une discrimination entre guillemets positive, qui a des conséquences qui leur évitent d'être soumis au régime militaire. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils se séparent eux-mêmes. Ils s'imposent à eux-mêmes cette séparation. Et c'est ce qui est aussi, après, l'actualité, c'est évoqué également dans le livre de Paul Richard, c'est cette volonté de se couper du monde, et on parle beaucoup des fois de la bulle à Tel Aviv, où les gens sont à 30 km et vivent dans une bulle. Donc voilà, donc c'est cette première autoségrégation qui va peu à peu
par un renversement du rapport de force politique, tout simplement, qui s'incarnera en 1948, qui va passer d'une autoségrégation par une minorité à tout simplement un régime de ségrégation vis-à-vis de la nouvelle minorité en 1948 qui sont les Palestiniens. Et ça, c'est permis donc par la création de l'État d'Israël. Et c'est là où, encore une fois, c'est intéressant de s'intéresser au sionisme et au lien entre sionisme, la constitution de l'État et puis les politiques qui sont menées aujourd'hui. C'est que finalement, pendant très longtemps, la création de l'État d'Israël était présentée par le projet sioniste, par les sionistes tels Herzl, etc., comme l'aboutissement visé par les institutions de colonisation, etc. La constitution d'un foyer national juif, c'était l'objectif suprême. Sauf que on voit bien aujourd'hui qu'Israël n'est qu'un moyen supplémentaire qui permet de poursuivre les politiques sionistes d'expansion, puisque, on l'a vu encore une fois, le sionisme politique est à la fois une idéologie nationaliste, mais coloniale, et qu'elle n'a pas fini aujourd'hui son expansion. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est là la deuxième erreur du sionisme politique, si on peut parler d'une erreur, parce que c'est une erreur qui a quand même des conséquences assez tragiques. On l'a dit, la première, ça a été de décider de s'implanter sur un territoire où il y avait déjà des gens. Donc, première contradiction avec l'idée de séparation. Et la deuxième, c'est que, deuxième erreur, encore une fois, si on peut dire, c'est qu'ils n'ont pas réussi à se séparer définitivement de ce peuple qui était là en 1948. C'est, voilà, si on veut, l'échec à mener à son terme la guerre de 1948 qui était, et une guerre d'indépendance vis-à-vis de la puissance britannique. Donc là, on voit la logique nationaliste, et une guerre coloniale vis-à-vis des populations indigènes qui étaient là. Donc voilà. Donc, l'idée, voilà, c'était de donner encore une fois une dimension, enfin de prendre du recul et d'observer tout ça d'un autre point de vue, et de donner du sens à ces politiques. L'apartheid n'est pas arrivé comme ça, du jour au lendemain, n'est pas la conséquence malheureuse de gens qui n'arrivent pas à s'entendre, et donc on met un mur pour la sécurité des uns. C'est des choses qui remontent loin, qui sont enracinées dans une idéologie qui a conduit à la constitution d'un État, qui a conduit à la création d'institutions, et qui relève d'un projet spécifique. Et donc c'est pour ça que voilà, il faut réfléchir. Du coup, ça entraîne aussi beaucoup de réflexions sur quelles solutions on apporte à tout ça. Et ça ramène cette idée de désionisation. Voilà, il n'y aura pas de solution possible sans une remise en question fondamentale du sionisme politique, de l'État d'Israël en tant qu'État sioniste, encore plus qu'État juif finalement. Et voilà, et donc là encore l'intérêt après dans la deuxième partie de l'ouvrage de voir les solutions qu'on peut apporter à ce problème-là, et de réinscrire, encore une fois, on l'oublie trop souvent, mais cette solution-là, ce problème-là est un problème colonial, est un problème politique, mais est un problème aussi qu'il faut réinscrire dans le cadre d'une lutte contre le colonialisme, voilà. Donc c'était l'intérêt de cette contribution, et je pense. Et voilà, donc à lire, ça ouvre des débats. Ce livre, c'est une question. Il n'y a pas de réponse claire qui est apportée. Personnellement, là, il y a aussi un autre versant de ma contribution, mais c'est cette idée que, encore plus que la séparation, une autre logique qui est portée dans le colonialisme de peuplement, c'est l'élimination. La séparation par l'élimination. C'est-à-dire qu'on ne se sépare pas juste du peuple indigène qui est là, mais on cherche à l'éliminer. C'est ce qui s'est passé avec les Indiens d'Amérique, c'est ce qui s'est passé plus ou moins avec les aborigènes en Australie. Donc là, je renvoie à un spécialiste de cette question-là, qui est Patrick Wolf, et qui explique, voilà, que la caractéristique fondamentale du colonialisme de peuplement, c'est l'élimination. Et c'est là où ma réponse à moi à cette question-là, donc Israël, un état d'apartheid, je dirais plutôt que l'apartheid est un état d'Israël. C'est-à-dire que l'apartheid, c'est un moyen
provisoire, temporaire, mais que ce n'est pas la fin en soi. La fin reste, encore une fois, la séparation, l'élimination du peuple palestinien, et notamment des Palestiniens citoyens d'Israël aujourd'hui, qui sont au cœur de beaucoup de polémiques et qui sont, bien sûr, les réfugiés sont aussi un enjeu, les Gazaouis sont un enjeu, mais l'avenir des Palestiniens citoyens d'Israël est un enjeu majeur parce qu'à la fois, ils renvoient à la fois au passé, mais ils sont aussi un avenir possible de cohabitation, de coexistence. Ouais. Personnellement, moi je pense que la réponse est claire, que l'apartheid existe, je ne mettrai pas de point d'interrogation, d'ailleurs je n'en ai pas mis. Je pense que c'est un tort de comparer l'apartheid qui a existé en Afrique du Sud jusqu'en 1994 avec l'apartheid qui existe actuellement en Israël, qui existe surtout dans les territoires occupés, c'est-à-dire en Cisjordanie, et dans une mesure moins importante pour les Palestiniens d'Israël, c'est-à-dire tous les Palestiniens qui sont restés en Israël après la dépendance d'Israël en 1948. Je pense que c'est plus la même époque, c'est plus le même système politique, on n'est plus au même moment. En Afrique du Sud, je vais expliquer un petit peu mon parcours brièvement. Moi, je suis arrivé en Afrique du Sud en 84. En 84, les émeutes dans les townships ont commencé en septembre 84, et ensuite il y a eu un long processus. Il y a eu un premier état d'urgence sur un territoire limité de l'Afrique du Sud, et ensuite sur toute l'Afrique du Sud, et tout cela a abouti en février 90 à la libération de Nelson Mandela. Je suis resté 6 ans en Afrique du Sud, donc j'ai bien connu ce qui s'est passé en Afrique du Sud. J'ai vu fonctionner le système de l'apartheid, un système d'apartheid qui n'a pas commencé avec les Afrikaners, mais qui a commencé avec les Anglais en 1913, avec le Land Act qui réservait 86% du territoire sud-africain aux Blancs sud-africains. Je rappelle quand même, petite précision quand même, que les Noirs sud-africains représentaient 75% de la population, et si on enlève ensuite les Métis et les Indiens, les Blancs représentaient 17% de la population. À cette époque, en fait, c'était un système, il n'était pas possible, comme en Palestine, de vouloir évincer, de vouloir supprimer, de vouloir éliminer les Palestiniens, parce que les Noirs étaient trop nombreux. Donc on a inventé un système qui s'appelle le système de l'apartheid, qui est un système de développement séparé. Séparé, donc chacun chez soi, chacun dans sa maison, chacun dans son quartier, pas de mariage mixte, interdiction où on donnait un pass aux Noirs et aux autres communautés pour aller dans les villes blanches. C'est le système du pass qui a existé, mais il n'y avait qu'un système de pass. Il n'y avait qu'un système de pass. Il existe à peu près une bonne centaine de permis de passage pour les Palestiniens pour se rendre à droite à gauche. C'est quand même tout à fait différent. Donc, on a inventé un système de développement séparé qui a abouti, en 83, on s'est rendu compte quand même que ça ne pouvait pas durer comme ça. On a commencé à créer les Bantoustans et les Hauts-Blancs, donc on a créé je ne sais plus combien, une dizaine, une quinzaine de Bantoustans en fonction des ethnies noires, les Tswana, les Soutou, les Zoulous, les Ndébélés, etc. Et les Blancs sud-africains ont prétendu en fait que les Noirs régissaient eux-mêmes, se régissaient eux-mêmes et s'administraient eux-mêmes et se gouvernaient eux-mêmes, ce qui était totalement faux. Et on a créé en 83 un parlement ségrégué avec une chambre blanche qui existait déjà, mais on a créé une chambre métisse et une chambre indienne. Et tout cela a perduré jusqu'en 94, jusqu'à en fait l'élection, elle arrivée au pouvoir de Nelson Mandela. Mais donc en fait on s'est rendu compte que cela ne pouvait pas fonctionner. Et ce qui est intéressant en Afrique du Sud, c'est que quelqu'un comme De Klerk s'est rendu compte en fait que cela ne pouvait pas durer. Il s'en est rendu compte à la fin 89, et c'est là qu'ils ont décidé de libérer Mandela et de commencer à négocier, négociations qui ont duré pendant 4 ans, de 90 à 94, aux élections d'avril 94. Donc le système qui a prévalu pendant toutes ces années en Afrique du Sud n'est pas le même que celui qui a prévalu, qui prévaut actuellement en Israël. Pourquoi? Parce que les Blancs sud-africains, en fait, ce sont essentiellement des protestants. Je rappelle un petit
petit point d'histoire quand même, ce sont des Hollandais qui sont arrivés en 1652 au Cap, qui était qu'une étape sur la route des Indes, et ensuite ils se sont installés là, ils ont commencé à émigrer. Ensuite, quand les Anglais sont venus, ils sont montés dans le nord, dans le Transvaal, ils sont battus avec les Noirs qui étaient déjà installés là, et donc il y a eu la guerre des bourgs au début du XXe siècle, et ensuite ils ont pris le pouvoir en 48. Donc ces gens-là sont installés depuis plusieurs siècles. En Israël, c'est quand même quelque chose de tout à fait différent. D'abord, les Juifs sont venus en Israël depuis les années 20 et même après, parce que les États-Unis ont fermé la porte à tous les Juifs d'Europe centrale qui voulaient aller aux États-Unis, et ensuite après avec l'avènement du nazisme en Allemagne en 1933. Donc ce qui s'est passé en Israël, c'est que depuis le début, depuis la partition en novembre 1947, ça a été un processus perpétuel et continuel, et qui continue toujours, d'éviction, d'exclusion et d'expulsion des Palestiniens, pour aboutir maintenant à une espèce de peau de léopard qui est la Cisjordanie, dans laquelle sont retranchés environ 2 600 000 Palestiniens de la Cisjordanie. Il y en a à peu près 1 600 000 qui sont des citoyens israéliens à part entière, ce sont les Palestiniens d'Israël, et puis 1 600 000 à Gaza. Mais le système qui prévaut maintenant en Israël est bien un système d'apartheid. D'ailleurs, je ne suis pas le seul à le dire. Les Israéliens éclairés le disent, pardon. Tous les rapports qui sont faits par les diplomates européens, les rapports qui ont été écrits sur... Tous parlent de système d'apartheid, que ce soit pour l'eau, que ce soit pour les Arabes israéliens, que ce soit sur le plan politique. Parce que quand on regarde ce qui se passait en Afrique du Sud, bon, il y avait des townships, chacun était chez soi, il y avait une répression, aussi, mais il n'y avait pas de mariage mixte. Mais ce qui se passe en Israël, les Sud-Africains qui sont venus en 2008, et ce n'étaient pas les premiers, il y en a eu d'autres, qui ont vu ce qui se passait en Israël, ils ont été horrifiés. Ils ont dit, mais c'est pire que l'apartheid. Pourquoi c'est pire que l'apartheid? Tout d'abord parce que dans Cisjordanie, il y a un peu plus de 500 checkpoints. Il y a des routes séparées. Il y a des bus séparés. Les communautés blanches israéliennes et palestiniennes vivent chacun de leur côté. Les Palestiniens ne peuvent pas circuler. Ils ne peuvent pas aller de Ramallah à Hébron. Les gens de Cisjordanie ne peuvent pas aller à Gaza. Les Palestiniens ne peuvent pas sortir de Cisjordanie pour aller en Israël. Ils ne peuvent pas aller à Jérusalem. Ils ne peuvent pas prendre l'eau comme ils veulent. Ils ne peuvent pas exploiter leurs ressources comme ils l'entendent. Tous les Palestiniens qui vivent le long du Jourdain, de la vallée du Jourdain, sont pratiquement expulsés. Il faut savoir quand même qu'il y a 3 zones qui ont été créées par Oslo en 1993. Il y a 3 zones. Il y a la zone A qui est contrôlée en principe exclusivement par l'autorité palestinienne, qui représente 18% du territoire. Il y a une zone B qui est contrôlée administrativement par les Palestiniens et qui représente 22% du territoire, et sur le plan sécuritaire par les Israéliens. Et la zone C qui représente 62% du territoire, qui en fait annexait le fait et qui comportait en 67 400 000 habitants et qui ne comporte plus maintenant que 150 000. Les autres ont été expulsés, ont disparu, ils sont perpétuellement chassés de leur terre comme dans la vallée du Jourdain. Donc c'est bien un système d'apartheid, c'est un système d'exclusion, c'est un système de nettoyage ethnique. Donc qui s'est poursuivi au cours des 65 ans depuis la création de l'État d'Israël. Donc je reviens à ce que je disais. Donc l'apartheid, ça veut dire développement séparé, mais on peut appliquer des critères différents au système d'apartheid. L'apartheid n'a pas un moule unique qui était le moule sud-africain. Donc le système d'apartheid qui existe en Cisjordanie est bien un système d'apartheid. Je pense qu'il faut le dire clairement. Donc, je pense qu'il faut le combattre sérieusement. Donc, ce qui s'est passé en Afrique du Sud, il y a des gens qui ont pris conscience, De Klerk a pris conscience, il y a eu des gens éclairés comme Mandela et De Klerk qui ont pris conscience que ça ne pouvait pas durer. Et De Klerk a compris que pour la survie du peuple afrikaner, il fallait transiger et qu'il fallait donner le pouvoir aux Noirs qui étaient la majorité.
en Israël, c'est tout à fait différent. Moi, je suis convaincu, je suis allé beaucoup en reportage en Israël, j'ai vécu 3 ans en Israël de 2006 à 2009. Moi, je suis convaincu qu'il n'y a pas de volonté politique de la part des Israéliens de créer l'État d'Israël. Parce que s'il y a eu une volonté politique, on connaît toutes les solutions, elles ont toutes été mises sur la table. Elles sont notamment été mises sur la table à Taba après l'échec de Camp David en juillet 2000. S'il y avait une volonté politique d'établir un État de Palestine, cet État existerait déjà. Je pense qu'il n'aura jamais, hélas jamais, d'État de Palestine parce que je pense qu'il est trop tard et que c'est plus possible. Donc, je ne sais pas ce que je voulais dire. Il n'y a pas de volonté politique dans ces conditions, puisqu'il n'y a pas de volonté politique et que la colonisation va continuer à se poursuivre. Elle se poursuivra. On en est maintenant à 560 000 colons, c'est-à-dire 200 000 autour de Jérusalem et 360 000. Si on se promène un peu en Cisjordanie, il suffit de se balader en Cisjordanie pour voir la réalité sur le terrain. Il y a 3 ans, il y a 10 ans, ça ne fait que croître et embellir les colonies. C'est une véritable toile d'araignée partout. Pardon ? Et la cruauté qui va avec. Alors, je ne parle pas de ce qui se passe de la répression de l'armée, des agressions permanentes des colons qui restent impunis. Je rappelle quand même que personne n'en parle maintenant, mais comme depuis le début de l'année, il y a eu quand même 9 morts en Cisjordanie. Il y a eu dont un mort, un prisonnier qu'on a laissé mourir parce qu'on n'a pas soigné parce qu'il avait un cancer, un autre qui est mort sous la torture, 2 jeunes qui se sont fait tuer parce qu'ils lançaient des pierres à un checkpoint, et 5 au mois de janvier dans les mêmes conditions parce que les soldats israéliens ont la gâchette facile. Enfin bref, je ne parle pas de la répression qui est connue de tout le monde. Mais la réalité, en fait, que donc il n'y a pas de volonté politique, il n'y a pas de volonté politique, et je pense que le seul qui pouvait en fait faire pression sur Israël pour faire avancer ce dossier israélo-palestinien était Obama, et Obama, en fait, a renoncé et il a démissionné. Donc je ne pense pas que l'Europe ne soit capable de le faire. Donc maintenant, on dit que John Kerry va faire encore, comme l'a fait Condoleezza Rice, comme l'a fait un certain nombre d'autres émissaires américains, vont faire leur rôle de bons offices pour essayer de renouer des contacts et de renouer des négociations de paix qui sont pour moi mortes. Et je pense qu'il n'y a pas d'issue, parce que je pense que les Israéliens ne renonceront jamais à Jérusalem, ne renonceront jamais à la vallée du Jourdain, ne renonceront jamais aux blocs de colonies qui sont le long de la ligne verte. Et donc, on en est arrivé à une situation qui est une espèce de bout du tunnel, de dead end, comme on dit en anglais, et comment en sortir. La seule question que je vois, moi, c'est que les Israéliens éclairés le disent, si on ne crée pas un État palestinien, il n'y aura jamais de véritable sécurité pour Israël. La création d'un État palestinien est le seul garantie de sécurité pour Israël. Donc si on ne crée pas, pour préserver le caractère juif de l'État d'Israël, qu'on peut considérer comme légitime, le système d'apartheid ne faire que croître et embellir et s'intensifier. D'ailleurs, il y a un certain nombre de lois, même maintenant les Palestiniens n'ont même plus le droit de célébrer la Nakba. La Nakba, c'est ce qu'ils appellent la catastrophe, c'est-à-dire l'éviction des Palestiniens pendant la guerre de 48. Ils n'ont même plus le droit de célébrer ça. Les gens qui appellent au boycott en Israël vont être condamnés. On a dans la presse, si on estime que les propos des journalistes sont diffamatoires, ils sont condamnés maintenant à des lourdes peines. Il y a tout un arsenal législatif qui est déjà en place et qui va continuer à s'accentuer pour créer en fait un système ségrégatif et un système répressif qui va s'intensifier comme il s'est intensifié en Afrique du Sud. Donc la solution, quelle est la solution? La solution, c'est que maintenant, les populations israéliennes et palestiniennes sont à peu près à parité. Ils sont à peu près à parité si on exclut les 5 millions, 4 millions 8, 5 millions de Palestiniens qui vivent dans les États limitrophes ou dans les pays du Golfe. Donc il y a à peu près 5 millions 5 de Palestiniens et il y a à peu près 5 millions 5 de Juifs israéliens. Dans quelques années, ou même avant,
ils vont dire, bon, écoutez, c'est bien gentil ça, mais nous, on veut les mêmes droits comme ont fait les Noirs sud-africains, les mêmes droits que les Juifs israéliens, on veut un homme, une voix. Et donc, c'est là que va commencer véritablement on va plus parler d'apartheid, parce que l'apartheid existera déjà, et que pour renforcer ce système de séparation et conserver le caractère juif de l'État d'Israël, on dira, bon, ben voilà. Et donc, c'est à ce moment-là, c'est pour ça que je pense qu'il est un peu, comment dire, mettre un point d'interrogation, de parler de système d'apartheid avec un point d'interrogation, je pense que c'est totalement dépassé, et comme c'est totalement dépassé, le processus de paix est totalement dépassé, et qu'on est dans une situation où il va falloir inventer quelque chose, et inventer quoi? C'est-à-dire, est-ce qu'on va continuer à tolérer le siège de Gaza? Est-ce que l'Europe et les États-Unis et les pays arabes vont continuer à financer une autorité palestinienne qui est moribonde parce qu'on n'a jamais rien exigé en contrepartie de la part des Israéliens? On aurait pu, en fait, l'Europe qui a financé, donner 13 ou 14 milliards d'euros pour l'autorité palestinienne pour constituer un État, dont le FMI et la Banque mondiale disent qu'il est en ordre de marche, qu'il peut fonctionner, et que si on créait véritablement l'État palestinien, il pourrait fonctionner, mais il ne fonctionne pas parce qu'il n'y a pas de volonté politique et il n'y a pas de pression sur Israël pour le faire fonctionner. Et on peut faire pression, et je pense qu'il faut boycotter Israël et faire pression sur Israël. D'ailleurs, les Américains, qui sont les seuls en mesure de le faire, l'ont prouvé déjà par le passé, à commencer par Carter, qui a fait pression sur le gouvernement israélien pour aboutir finalement aux accords de paix avec l'Égypte, au retour du Sinaï dans le giron égyptien. Ensuite, quand James Baker, sous le temps de Bush père, a fait pression sur le gouvernement israélien, qui a abouti aussi à la conférence de Madrid en 91 et aux accords d'Oslo qui ont suscité quand même beaucoup d'espoir en 93. Donc je pense que si les Américains pouvaient, s'ils voulaient le faire, ils pourraient faire pression sur les Israéliens, parce que les Israéliens, on l'a bien compris, et moi je l'ai bien compris, ne connaissent que le rapport de force. Et donc s'il n'y a pas un rapport de force qui fait plier les Israéliens, la situation et cette guerre permanente va continuer sans savoir quelles peuvent être les conséquences. Tout le monde parle de troisième intifada, personne n'en sait rien, mais cette situation perdure et elle est en fait délétère et inquiétante. Je vais vous mettre. Merci. Bien, merci pour vos interventions qui étaient très complémentaires. Donc maintenant, la parole est au public. On va prendre 2-3 questions, si vous voulez bien, et puis on vient sur la table. Donc on va commencer. Allez-y, je vais vous passer à Jacques le micro. Bonsoir à tous. En fait, c'est un témoignage plus qu'une question. Je suis partie plusieurs fois en Palestine. Les exemples de ségrégation, enfin, je les ai vus de mes propres yeux, des routes réservées aux Israéliens, des routes réservées aux Palestiniens, avec des plaques différentes pour les voitures israéliennes, des plaques différentes pour les voitures palestiniennes, les checkpoints où seuls les Palestiniens passent, les Israéliens sans problème. J'ai été plusieurs fois à Hébron et dans le cadre d'un projet sportif, on allait faire des animations sportives dans la vieille ville, pas trop long. Dans la vieille ville d'Hébron, pour dire que la quatrième intervention. Oui, le vendredi soir, par exemple, la vieille ville est fermée, les Palestiniens doivent rester chez eux couvre-feu pour que les colons puissent prendre possession de la vieille ville, se balader tranquillement, parce que c'est Shabbat, se balader tranquillement, armés, et puis les Palestiniens couvre-feu chez eux. Je parlais des bronzes parce que après on va prendre d'abord 2-3 questions et puis je vous donne la parole. Oui, rapide. Voilà. Vous avez proposé d'enlever le point d'interrogation, moi je mettrais un point d'exclamation. Comment est-ce qu'on peut parler d'apartheid à propos d'Israël? Et je vais vous donner quelques raisons de y penser. En Israël, il y a des partis arabes qui ont pignon sur rue. Il y a 11 députés à la Knesset. Au dernier Parlement, le vice-président était arabe, Ahmed Tibi.
Ils montaient à la tribune de la Knesset et qui appelaient à la destruction de l'État d'Israël. Vous voyez ça en apartheid en Afrique du Sud, il n'y en avait pas. Vous allez dans les universités, il y avait beaucoup de gens qui allaient dans les universités en Afrique du Sud, des Noirs. Vous allez dans les universités de Haïfa, de Tel Aviv, de Jérusalem. Haïfa, oui. Tel Aviv et Jérusalem. Il y a plein de jeunes filles en tchador. Ici en France, c'est interdit le tchador. En Israël, il y a des étudiants en tchador. D'accord. Il y a des tas de choses que je pourrais dire, si vous me permettez. Encore juste un mot à propos de ce que disait Madame Mademoiselle. On a l'impression, vous écoutez, que les Juifs ont choisi, ont pris la map monde, ils ont dit, ah, faut moi s'installer là. Oh, on va s'installer là. Vous avez mis, par pertes et profits, 2000 ans d'histoire. Les Juifs étaient là avant. Non, madame, calmez-vous, on se calme. Voilà, donc 2000 ans d'histoire, ils sont venus en 1920, ils se sont installés là, ils ont... Élimination, il n'y a pas d'élimination. Je suis désolé, il n'y a pas d'élimination. Il y a la presse arabe en Israël. Les Arabes ont les mêmes droits en Israël que nous. Si, monsieur, vous pouvez aller voir. Il y a le Bagat, c'est-à-dire le tribunal, je sais pas comment, le tribunal suprême, qui prend souvent des positions pour les Arabes, contre l'État d'Israël, y compris pour la définition du mur. Je crois que... D'accord. Le débat est lancé. Bonjour à tous. Pour mon travail, j'allais en Afrique du Sud déjà dans les années 80 et j'ai vu aussi pas mal de choses là-bas. Et pour mon travail également, je vais en Palestine 3 fois par an à peu près. L'apartheid existe, c'est archi évident et c'est assez insupportable. Moi, ce qui m'est apparu, c'est qu'en Afrique du Sud, une volonté politique, comme M. Paul Richard l'a dit, a permis que ce système tombe, en partie parce qu'il y avait une pression internationale forte, et aussi parce que le système d'apartheid à l'époque se délitait. Il y avait eu des défaites militaires dans la région, et les Blancs, à l'époque, commençaient aussi à connaître, malgré leur protection, commençaient à connaître le chômage. Donc le système d'apartheid d'Afrique du Sud se délitait. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait penser qui puisse faire que le système d'apartheid appliqué au Moyen-Orient puisse trouver des éléments de faille? Des failles. Quelles sont les failles sur lesquelles on puisse travailler? Parce que je suis d'accord avec ce que dit M. Paul Richard. Ce n'est la compréhension, c'est le rapport de force, uniquement le rapport de force. D'ailleurs, lorsqu'un représentant diplomatique de l'Afrique du Sud a voulu rentrer à Gaza, il y a 3 ans, et au checkpoint d'Eretz ne pouvait pas passer, il a appelé avec son cell phone Pretoria, il a dit, voilà, moi on ne me laisse pas passer. Qu'est-ce qu'il a fait? À Pretoria, les autorités sud-africaines sont arrivées avec 2 chars à la représentation diplomatique de l'État d'Israël à Pretoria, et là on a compris le rapport de force, on a laissé passer le diplomate sud-africain pour qu'il puisse visiter Gaza. C'est des choses comme ça qui font que les rapports de force sont compris. Vous qui connaissez aussi ces réalités, sur quoi on peut se baser pour garder un peu d'espoir pour qu'il y ait un jour une vie meilleure pour les Palestiniens? Je vous redonne la parole. Je pense qu'il y a suffisamment de grains à moudre là. Je veux d'abord parler d'Hébron parce que Hébron est quand même significatif de ce qui se passe en Israël. En 2 mots, Hébron, qui était une ville commerçante importante, qui est devenue une des plus grandes villes palestiniennes avec Naplouse, est une ville qui est séparée en 2 parce qu'en 1994 il y a eu un fanatique juif qui s'appelle Goldstein qui a massacré 26 ou 29 personnes, je ne me souviens plus, dans le mausolée d'Abraham. Depuis d'ailleurs le mausolée d'Abraham est lui aussi ségrégué parce qu'Abraham représente la communauté, la religion juive et la religion musulmane. Maintenant, même le mausolée d'Abraham, qui était une église, est séparé en 2. D'un côté, les Israéliens peuvent y accéder, les Juifs, et de l'autre côté, les Arabes. Donc à la suite de ça, il y a eu la création de 2 zones, la zone H1 et la zone H2. La zone H1, en fait, qui est l'essentiel de la ville palestinienne qui comporte 135 000 habitants,
métropolitan et la zone H2 qui est le cœur d'Hébron, qui est la Casbah, qui est le centre historique, qui est maintenant colonisé par 600 colons. Ce qui a fait en fait que pour protéger les 600 colons, la moitié de la ville et 50% de la population a dû partir, ont été contraints de partir pour survivre, parce que l'armée a décidé de fermer toutes les rues commerçantes et toutes les boutiques. Il y a 1600 et quelques boutiques qui sont fermées au centre d'Hébron. Hébron, maintenant le centre d'Hébron, la Casbah d'Hébron est une ville morte. Toutes les boutiques sont cadenassées et même les portes métalliques sont soudées. Et tout ça parce qu'il y a 4 ou 5 colonies qui sont réparties. Donc c'est, pour moi, en fait, je veux dire, c'est la situation la plus horrible que j'ai connue, que j'ai vue, et qui est, à mon avis, symptomatique d'un système de ségrégation et d'oppression. Ensuite, je voudrais répondre à monsieur sur les Arabes israéliens. Après, je passerai la parole à mes camarades. Sur les Arabes israéliens, il est évident qu'ils sont 1,6 million, ils sont citoyens d'Israël, mais il y a 11 représentants à la Knesset. Il y a Tibi, qui a été vice-président, est un critique de la politique israélienne. Mais ça n'empêche pas que lui, comme j'ai oublié son nom, la députée arabe qui était... Zoabi. Bishara, lui, était contraint de partir parce qu'il avait soi-disant des contacts avec le Hezbollah ou avec d'autres pays arabes qui étaient considérés comme hostiles. Mais Zoabi, par exemple, elle s'est fait traîner dans la boue parce qu'elle était sur le navire Marmara, le navire turc qui a voulu aller à Gaza, sur lequel 9 Turcs se sont tués par l'armée israélienne. Elle se fait traîner dans la boue. Et il y a un système de discrimination, le système d'apartheid et d'exclusion et de séparation n'est pas aussi bien marqué et défini que pour les Palestiniens de Cisjordanie, mais il existe. Depuis que l'État d'Israël a été créé, vous savez qu'on n'a construit aucune maison, aucun village, rien, alors qu'on a créé 600 agglomérations en Israël. Tous les rapports, même les rapports des diplomates européens qui ont fait un rapport l'été dernier sur la situation des Arabes israéliens, est clair et parfaitement clair qu'il y a une discrimination, qu'il y a 30% de plus de pauvreté chez les Arabes israéliens. Les Israéliens disent oui, mais ils sont beaucoup mieux lotis que leurs corréligionnaires de l'autre côté de... Évidemment qu'ils sont... Parce qu'ils vivent dans un pays où il y a un peu plus de travail, ils peuvent travailler, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de discrimination. Et pourquoi ils n'ont même pas le droit, ces gens-là, les Palestiniens d'Israël, ils n'ont pas le droit d'épouser leur petite amie qui est de l'autre côté, parce que les mariages entre les Palestiniens de Cisjordanie et les Palestiniens d'Israël est interdit par la loi. Donc il y a bien une discrimination, on pourrait prendre de mains et mains exemples, c'est vrai, il y a des Arabes israéliens, à Haïfa, à Tel Aviv, dans les universités. Je les ai rencontrés à Haïfa quand j'avais fait une enquête sur les Arabes israéliens. Ils sont là, mais eux aussi ils disent qu'ils sont victimes de discrimination. Ils n'ont pas, ce sont toujours les Juifs qui ont la priorité à l'emploi pour une raison bien simple, disent les Israéliens, parce que les Arabes israéliens ne font pas l'armée. Ils n'ont pas le droit de faire l'armée. Il y a des Druzes qui font l'armée, il y a des Bédouins qui font l'armée, qui sont au sein de l'armée israélienne, mais les Arabes israéliens n'y vont pas. Donc, il y a priorité à l'emploi pour les Juifs israéliens. Il y a tout un tas d'exemples de discrimination comme ça. Je dis pas qu'ils sont aussi maltraités que les Palestiniens de Cisjordanie. Mais il y a une discrimination et tout le monde le reconnaît. Mais les Israéliens, qui eux aussi font des rapports sur la façon dont sont traités les Arabes israéliens, le disent. Qui veut répondre encore Je voulais juste dire à monsieur... Je disais pour les autres. Hein. Oui, moi j'ai vécu en Afrique du Sud de 84 à 90. Et je peux vous dire que les sanctions, ça marche.
Le boycottage culturel, sportif, économique et politique, ça a eu un impact énorme. Et je pense que tout cela a fait beaucoup réfléchir le guerre. Et si le système d'apartheid s'est plus ou moins désagrégé, parce que dans les années 86, 87, etc., ils ont commencé à lâcher du lest, notamment sur ce qu'on appelait le Separate Amenities Act, c'est-à-dire l'apartheid mesquin. On ne voyait plus, comme à l'époque, la pleine époque de l'apartheid, le petit apartheid, c'est-à-dire les bancs marqués white only, les toilettes, les bars, etc., etc. Et puis tout un tas de choses ont été supprimées. Donc, mais je pense que les sanctions, on n'en parle encore à l'époque des sanctions contre Israël, mais moi je suis favorable aux sanctions, contrairement à ce que disent un certain nombre de gens qui pensent qu'il ne faut pas exclure, parce que le boycott, ça marche. Et ça marche, et parce que les Israéliens ne connaissent que le rapport de force. Alors, Céline ? Oui. Donc sur les... Pour répondre à monsieur, et moi c'est madame. Donc sur les... Concernant donc, le droit de vote des citoyens palestiniens d'Israël, qu'on soit bien clair, c'est facile de donner le droit de vote à 20% de la population quand on en a expulsé 80%. Et en ce sens-là, les Palestiniens d'Israël sont devenus, après 1948, et pour être plus exact, après 1967, parce qu'il ne faut pas oublier ces 20 années-là, 19 pour être exact, durant lesquelles les Palestiniens sont soumis à la loi martiale. Je veux dire, donc là, il n'y a pas de démocratie. De 48 à 67, il n'y a pas de démocratie. Il y a la loi martiale pour les Palestiniens, et il y a tout un processus qui est mis en œuvre de dépossession, d'expulsion, pour essayer de faire partir ceux qui sont restés. Ensuite, donc du coup, donner le droit de vote après en 67 à ces 20% qui restent, ça devient, entendu comme ça, un alibi démocratique pour justifier le reste des politiques qui sont mises en place. Parce que ces 20%-là, concrètement, ne sont pas dangereux pour le reste de la majorité juive, et donc pour cette idée d'un État juif et démocratique. Et comme le dit Ahmad Tibi, comme vous l'avez dit, il dit, en réalité, l'État d'Israël est juif pour les Arabes et démocratique pour les Juifs. Sur les 11, vous avez parlé des 11 parlementaires, 11 sur combien? Sur 120. Pour encore une fois une population qui représente un peu plus de 20%. Donc si on fait le calcul, on est loin du compte, on est loin de la représentativité. Et encore une fois, on est loin aussi, encore une fois, donc on a parlé de toutes les politiques de pression constante qui sont exercées contre ces partis, contre les représentants, les activistes, les associations, parce qu'au-delà même des partis politiques, il y a tout un réseau associatif, et depuis des années, des politiques qui sont mises en œuvre pour réprimer justement, depuis que les Palestiniens, au milieu des années 70, ont pris conscience du régime qu'ils subissaient, ont pris conscience et ont décidé de se donner une représentation politique, parce que les partis israéliens, les partis arabes en Israël ne datent pas non plus de 48. Là, les choses ont commencé à changer et Israël a commencé à percevoir ces 20%-là comme la 5e colonne, comme un risque, et donc ça a été la répression de l'expression politique des Palestiniens de manière constante. En 1976, ça a donné lieu maintenant à la Journée de la Terre. Je crois que c'est 16... combien de morts? 16 non, si, 16 morts, parce qu'ils ont eu tout simplement l'audace de protester contre l'expulsion dont ils étaient victimes, l'expulsion de leur propriété, de leurs terres en Israël, alors même qu'ils étaient citoyens. Voilà, donc ils ont cru qu'ils étaient citoyens, ils ont manifesté, et voilà le bilan. Et ça, c'est de manière constante, et c'est encore le cas pour les Bédouins aussi, qui sont citoyens d'Israël, mais qui sont soumis de manière constante à l'expulsion, leurs villages sont rasés, leurs droits ne sont pas reconnus. Alors je ne sais pas s'ils sont là depuis 2000 ans, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils sont là depuis quand même quelques décennies. Donc voilà, certes, en 15 minutes, je ne me suis pas permise de faire l'histoire de ces 2000 ans sur ce petit bout de territoire, mais en même temps, c'est pas ça qui importe. Le choix du territoire, par rapport au sionisme, si le sionisme politique, Herzl et d'autres, ont décidé du territoire où ils voulaient aller. Le processus de colonisation a commencé dans la deuxième moitié du XIXe siècle.
À la base, c'était plutôt d'ailleurs un colonialisme de type classique, puisqu'ils employaient des ouvriers palestiniens qui étaient là. Il y avait une collaboration de très bonne entente. Après, quand a été pensé le sionisme politique par Herzl, cette idée du travail juif, donc de l'autoségrégation, on ne vient pas là pour coexister avec les Palestiniens, mais on vient là pour une entité souveraine, pour être souverain dans notre territoire. Là, les choses ont commencé à se gâter. Et donc voilà, mais les sionistes l'ont décidé. Il y a eu un débat, il y a eu plein de territoires qui ont été envisagés, l'Amérique latine, l'Afrique, etc. Mais c'est sûr qu'après, ça a été l'Ouganda, oui. Mais après, c'est sûr que ça a été aussi un choix politique. Les sionistes avaient aussi leur tête, ils ont réfléchi. Il y avait, à l'époque de l'impérialisme, ils ont joué les cartes qu'ils avaient en main. Herzl l'a pensé d'ailleurs, dès le début, Herzl l'a pensé en termes de colonialisme, encore une fois, puisqu'il a cherché auprès des puissances à obtenir une charte, c'est-à-dire quelque chose, un papier, comme quoi ils pouvaient exploiter tout simplement ce territoire-là, etc. Donc oui, ils ont choisi, ils ont mis en œuvre une institution de colonisation qui aidait les gens à venir s'installer, avant même la déclaration de Balfour, avant même l'autorisation des Britanniques, puisque Herzl n'a pas obtenu cette fameuse charte. Ils ont mis en place des institutions nécessaires pour s'autofinancer et pour permettre la colonisation, l'immigration des Juifs vers ce territoire. Donc ça a été un choix politique et ils ont tout fait pour réaliser ce choix, le projet. Voilà, après, sur l'élimination, si, je suis désolée, encore une fois, 80% des Palestiniens qui vivaient avant 1947 sur ce territoire, qui se retrouvent expulsés, c'est l'élimination. Donc ça, c'est en 1948. Après, ça s'est de nouveau reproduit en 1967. Je l'ai dit aussi en parlant des Arabes, des Palestiniens citoyens d'Israël, de 1948 à 1967, des lois qui sont mises en place pour continuer comme ça, de manière un peu souterraine, les expulsions, la dépossession, parce que quand on se retrouve sans maison, on s'en va, ou alors on va chez des amis, mais bon, voilà. Et encore, Monsieur Boll-Richard en parle également dans son ouvrage, mais récemment est sorti, de 67 à 94, 140 000 Palestiniens qui sont éliminés du territoire, tout simplement parce que en fait, ils ont laissé leur passeport pour aller étudier à l'étranger, etc. Et qu'on ne les avait pas prévenus qu'en fait, s'ils ne revenaient pas dans les 6 ans, ils ne pourraient pas re-rentrer. Et ça, c'est constamment. Et des petits épisodes, Patrick Wolf, encore une fois, là-dessus, sur le colonialisme de peuplement, oui, je fais court, on parle, c'est des moments éliminatoires. Quand... voilà, donc Gaza en 2009. Oui, essayons de faire des choses. Chacun les donne. Bref, mais donc voilà, donc l'élimination, il y en a. Et comme j'ai dit, la séparation est aussi une élimination symbolique. Quand on se sépare, on nie l'existence de l'autre. Quand on met un mur de 9 mètres de haut, on élimine de sa vue des gens. Voilà. Alors, juste, je voudrais prendre une seconde le micro, non pas pour parler longtemps, simplement pour dire que je vous passe la parole à Julien. Il faudrait que chacun soit court, et bien entendu, si vous voulez répondre, je vais d'abord passer la parole à ceux qui n'ont pas eu, mais naturellement, monsieur, vous l'aurez aussi. Merci. Mais Julien, dense et bref. Dense et efficace. Voilà, c'est annoncé, on va voir. C'est à nous de le dire. Je l'ai dit tout à l'heure, l'apartheid, ce n'est pas l'Afrique du Sud de 1948 à 1994. Donc ça sert à rien de dire il y avait ceci en Afrique du Sud, il n'y a pas en Israël, il y a ceci en Israël, il n'y avait pas en Afrique du Sud. L'apartheid, c'est une notion juridique définie en droit international, avec notamment l'idée de discrimination institutionnelle sur une base nationale, ethnique ou religieuse. En Israël aujourd'hui, si vous n'êtes pas juif, il y a 93% des terres que vous ne pouvez pas acheter ou sur lesquelles vous ne pouvez pas construire, si vous n'êtes pas juif. Donc ça veut dire qu'il reste 7% des terres qui peuvent être achetées, louées ou construites par les non-juifs. C'est une discrimination institutionnelle sur une base ethnique. D'accord ? Et là-dessus, il n'y a pas de discussion. Et je pense qu'au bout d'un moment, quand en Israël même, alors c'est juste un sondage, mais 58% des gens interrogés disent il y a de l'apartheid en Israël, ça veut dire deux choses. Ça veut dire, un, il y a
moyen de parler d'apartheid à propos de l'État d'Israël, vu que même les Israéliens en parlent. Et deux, c'est que c'est quelque chose qui est de plus en plus assumé par la population et par les autorités. C'est-à-dire que je pense qu'il y a 10 ans, ils n'auraient jamais osé faire le coup des bus. Les bus pour les juifs et les bus pour les non-juifs. Sauf que les mutations du champ politique, ils vont en Israël. Ils relayent l'État d'Israël à la Cisjordanie. Donc ils circulent à l'intérieur de l'État d'Israël, ces bus. Donc là-dessus, il n'y a pas... voilà. Et les mutations du champ politique israélien, telles qu'on les voit au cours des 12 dernières années, elles montrent que de plus en plus, la ségrégation est assumée, voire même revendiquée par une partie des dirigeants politiques. L'ascension d'un type comme Avigdor Lieberman, ancien videur de boîte de nuit en Moldavie, qui pense que l'État d'Israël c'est une boîte de nuit qui peut continuer de vider, lui, il explique qu'il faut déchoir les Palestiniens d'Israël de leur citoyenneté s'ils ne prêtent pas serment d'allégeance à l'État juif. C'est-à-dire qu'on demande à des non-juifs de prêter serment d'allégeance à l'État juif. Évidemment que c'est discriminatoire une politique pareille, et c'est au niveau institutionnel. Donc ça correspond à des définitions de l'apartheid. Et deuxième chose, sur les failles. Moi je pense que les failles, il y en a deux types, internes et externes. Et c'est ce qui fait, disons que les forces et les faiblesses de l'État d'Israël, elles se situent au même niveau. Une des forces de l'État d'Israël, c'est qu'il est soutenu, financé par toute une partie des pays occidentaux, qu'il est soutenu politiquement, diplomatiquement et économiquement. C'est une de ses forces, mais c'est une de ses faiblesses. L'Afrique du Sud était aussi dans cette situation-là. Et en interne, une des forces entre guillemets de l'État d'Israël, c'est d'avoir voulu construire une société cohérente pour remplacer la société qui était là, mais c'est aussi une de ses faiblesses, qui est que de plus en plus il existe une société israélienne à part entière, et ça pour le sionisme, c'est quelque chose de très dangereux, parce que le sionisme ne veut pas d'une nation israélienne, le sionisme dit le peuple juif, et ça fait partie des faiblesses aussi, et c'est quelque chose qui pend au nez, entre guillemets, du mouvement sioniste, c'est que tôt ou tard, les Israéliens, et des gens comme Shlomo Sand, ça incarne ça, disent « moi je suis israélien », autant que mon voisin arabe. Et c'est pas le gars qui habite à New York et qui pense qu'Israël c'est sa maison de vacances, qui a le droit d'avoir des droits civiques dans mon pays, mais par contre mon voisin il peut en avoir. Alors, je vous oublie pas, monsieur, promis, mais on donne la parole à ceux qui ne l'ont pas encore eu, et après, je reviendrai vers vous. Allez-y, on prend 2-3 questions. 2-3 questions, hein, pas 2-3 discours. On est bref et dense. Vous avez pointé évidemment l'existence des discriminations en dissociant ce qui se passe en Israël et ce qui se passe en Palestine. Pour moi, il n'y a absolument évidemment aucune contestation là-dessus. Ma question est plutôt sur le fait que, qu'on le veuille ou non, vous dites, tous les deux d'ailleurs, l'apartheid dont on parle, c'est pas la même chose, évidemment, que celui d'Afrique du Sud. Mais ma question, c'est de dire qu'en France, en fait, chez nous, le terme apartheid renvoie, en tout cas pour toute une partie de la population, à une certaine image, à une certaine représentation. En fait. Et qui, de ce point de vue-là, le fait que la situation soit différente, fait que pour moi, l'usage du mot apartheid n'est pas nécessairement un mot intéressant et utile, j'allais dire, en fait, dans le débat actuel, par rapport à la réalité qui se caractérise essentiellement, effectivement, par l'occupation, par le nettoyage ethnique, qui paraissent des mots beaucoup plus forts, en fait, peut-être même que l'apartheid, et dans l'esprit de ceux qui les reçoivent, en fait, correspondent mieux, en fait, à la réalité. Donc, bien sûr, les sanctions, oui, mais contre, pour moi, occupation, nettoyage ethnique, peut-être plus que apartheid. Merci, monsieur. C'est pas trop long. Non, c'est vrai, c'est bon, ça vient de 3 secondes, d'accord, c'est bon. Le sionisme était apparu dans une période d'antisémitisme. Il y avait des pogroms en Europe de l'Est, il y avait l'affaire Dreyfus, et le sionisme qui a été très longtemps minoritaire dans la population juive a consisté à tenir le discours les juifs seront toujours victimes d'antisémitisme tant qu'ils n'auront pas un territoire à eux, etc. Et je pense que l'un des points fondamentaux de l'idéologie sioniste, et en cela ça rejoint aussi l'antisémitisme, c'est d'estimer que les juifs ne peuvent pas vivre avec d'autres populations, mais qu'ils doivent vivre entre eux. Et ça ne peut que générer de l'apartheid dans le cas de la construction de l'État d'Israël. Et je voudrais dire un mot, vous questionnez aussi sur la
la notion d'apartheid. Il y a différentes notions pour caractériser la population, pour caractériser la politique d'Israël. Il y a des notions qui sont tout aussi pires que la notion d'apartheid, voire même encore plus. Il y a la notion d'épuration ethnique. Bon, il a été donné l'exemple des villages des Bédouins d'Israël qui sont carrément expulsés. Il y a la notion de sociocide, hein, qui a eu tendance à se développer dans la dernière période. Un sociocide étant une politique qui tend à ce que toute une population ne peut pas se projeter dans son avenir, à détruire les rapports sociaux. Ça, c'est tout aussi grave que l'apartheid. Mais la notion d'apartheid, à mon avis, est à retenir, les autres notions aussi, hein. Mais la notion d'apartheid présente la particularité d'être premièrement particulièrement percutante. Hein, ça évoque l'apartheid de l'Afrique du Sud, qui a été unanimement condamné par l'opinion internationale. Et deuxièmement, la notion d'apartheid, c'est une notion opératoire. Comme l'a dit Julien, il y a des lois sur l'apartheid de 1973, et la notion d'apartheid débouche sur la notion de boycott, qui dit apartheid, du boycott. Et les interventions dans ces brèves. Comment Dans ces brèves. Pardon? Dans ces brèves. Voilà, je conclue. Eh bien, je conclue malgré tout pour un côté propagandiste de vous dire que donc moi et d'autres aussi dans la salle, hein, faisons partie du mouvement de boycott des investissements sanctions contre Israël. Et bon, ceux que ça intéresse, je dispose de documents que je peux vous diffuser à la sortie. Voilà. Bon, madame, vous pouvez pas penser qu'on se réfugie toujours derrière les États-Unis, comme les États-Unis soutiendront Israël, on ne pourra rien faire, et qu'en tant qu'Européens, on pourrait faire des choses. Et même, je pense aux Égyptiens qui étaient discriminés quand ils arrivaient en Israël et à la frontière, et ils ont fait subir à des Israéliens la même chose. Depuis, ils passent très bien. Donc on a des moyens de réagir qu'on pourrait faire. Les médias ont leur muselle sans arrêt, on dit rien. Là, actuellement, on laisse la coupe des moins de 18 ans organisée par Israël avec les Européens, c'est une honte, avec ce qu'ils font vivre aux sportifs palestiniens. On a Mahmoud Sarza qui est actuellement à Paris, il faut l'écouter, il n'est pas passé à la télé, un tout petit peu à FR3 à minuit 20. C'est tout, et tout à l'avenant, c'est horrible ce qu'ils font vivre aux sportifs palestiniens, c'est horrible ce qu'ils font vivre aux prisonniers palestiniens, il y en a qui sont en train de mourir, et on ne dit rien, on n'en parle pas. Est-ce que vous pensez qu'on peut faire autrement? Merci, madame. J'avais oublié quelqu'un ici. C'est le monsieur qui voulait parler. Monsieur. Comment? Allez-y. Que pense l'opposition? Si c'est possible de nous dire un mot sur le contenu du discours politique au moment des élections. Est-ce que ces questions-là sont traitées ou il y a d'autres priorités? Oui. La fête aussi brève est là. Ah oui. Oui. Ouais, parce qu'après, les deux minutes, on va parler. Oui, peut-être. Vous avez droit à un bis, Nico. Non, c'est sympa. D'abord, quand je parlais d'apartheid, quand je disais qu'il y avait des représentants des Arabes à la Knesset, ça veut dire qu'on ne peut pas parler d'apartheid. On peut parler d'apartheid d'autre chose, mais pas de ça. Il y a des représentants des Arabes à la Knesset, par conséquent, ce n'est pas d'apartheid. Maintenant, il n'y a que 11. C'est vrai que ça ne représente pas 20%, mais ils avaient la liberté de les élire. Il n'y a pas beaucoup d'Arabes qui vont voter. On ne les empêche pas, personne ne les empêche. Ils ont la liberté de le faire, on ne le fait pas. Maintenant, je voudrais rafraîchir un petit peu votre mémoire, madame. Je vous rappelle que le discours de Ben Gurion en 1948, le 15 mai 1948, il avait demandé aux Arabes de rester en Israël, de ne pas partir. Et deuxièmement, rappelez-vous quand même que tout de suite après, il y a eu 6 armées qui ont attaqué Israël et qu'on dit aux Arabes, sortez, dans 15 jours vous êtes de retour. Ground, disait Ariel Sharon en permanence. Ça a été toujours sa réflexion. Vous n'avez pas le micro, je pense que vous avez. Alors, je reviens et après vous avez priorité tous les deux sans faute. Allez-y. Alors là aussi, dans ces brèves, c'est une bonne question.
je prends juste 40, allez, très vite. Il y a des discussions d'historiens sur dans quelles conditions les réfugiés sont partis, en 67 sur qui a tiré le premier, etc. Je pense que c'est des discussions super intéressantes. Et ce qui fait que les Palestiniens sont des réfugiés, c'est pas qu'ils sont partis, c'est qu'ils n'ont pas pu revenir. D'accord ? Donc quelles que soient les raisons pour lesquelles ils sont partis, ça ne justifie pas qu'ils ne puissent pas revenir. S'ils sont réfugiés, c'est parce qu'il y a eu un verrou qui a été mis, qui est « vous ne pouvez pas revenir, c'est terminé », alors que c'était leur maison, leur terre, etc. Donc il y a toutes ces histoires de radio arabes, etc., qui disaient « partez, vous pourrez revenir ». D'accord ? La responsabilité du fait que les Palestiniens sont des réfugiés, c'est l'État qui refuse de les accueillir dans le lieu où ils habitaient avant. Et en 1967, la guerre, qui a tiré le premier, etc., les opinions divergent, puis quand même, on commence à peu près à être clair là-dessus. Le problème de la guerre de 67, c'est pas qui tire le premier, c'est ce qui se passe à la fin. Et à la fin, Israël a pris de reclasser sa superficie, ce qui est un moyen quand même de se défendre, par ailleurs. Mais après, il ne faut pas s'étonner que ça suscite un certain nombre de problèmes. Et la guerre de 67, ce qu'elle fait, c'est qu'elle ouvre la période dans laquelle on est maintenant, qui est que l'État d'Israël est coincé par une contradiction, qui est de se revendiquer État juif et démocratique, sauf que dans la réalité, il faut qu'ils choisissent. Il faut qu'ils choisissent. Et c'est ça qui est de plus en plus palpable aujourd'hui dans le champ politique israélien. Et quelqu'un comme Lieberman, dont je parlais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui dit, si je dois choisir entre les valeurs juives et les valeurs démocratiques, je choisis les valeurs juives. Et ça, c'était quelque chose qui était porté par la logique même de la construction de l'État d'Israël. Et deuxième chose, sur le type de pression, non, je ne vais pas répondre là-dessus, sur les apartheid, sociocide, nettoyage ethnique, etc., je pense que aucun de ces qualificatifs-là ne résume à lui seul la politique qui est conduite par Israël. C'est quelque chose qui est complexe, et en réalité, la destruction de la société palestinienne, du lien social palestinien, etc., s'inscrit, je pense, dans une logique de nettoyage ethnique. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, c'est détruire aussi toutes les défenses de la population indigène, en niant l'histoire, en niant la culture, en empêchant les gens de se voir entre eux, en isolant les villes les unes des autres, Gaza de la Cisjordanie. Moi j'ai connu une époque en 2001, 2002, 2003, vous étiez à Hébron, je disais demain je vais à Jenin. Les gens me regardaient, mais si je leur avais dit que j'allais en Chine, ils auraient été moins surpris. Ça leur paraissait être... Voilà, et c'est les gens de Jenin, ils sont comme ça, les gens de Naplouse, ils sont ceci, ils sont cela. Et donc il y a une destruction systématique, et ça s'inscrit dans une logique de nettoyage ethnique, parce que c'est plus facile de faire partir les gens quand ils sont moins unis. Voilà. Donc ces éléments-là, en réalité, se complètent dans la compréhension de ce qu'est la situation là-bas, et la vertu, je termine avec ça, de la notion d'apartheid, c'est pas de résumer et de condenser toute la situation telle qu'elle est, mais c'est ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure et ce qu'on essaie de faire dans le livre, de changer de point de vue, au sens un point de vue, c'est le point depuis lequel on voit, c'est-à-dire de regarder différemment une situation qu'on connaît déjà. Mais en faisant ça, on ne change pas la situation, par contre on enrichit la façon dont on la regarde et on enrichit l'analyse, et c'est utile, je pense, quand on réfléchit en termes de qu'est-ce qu'on peut faire, d'avoir une analyse la plus globale possible. Pour revenir sur le terme d'apartheid, c'est évidemment un terme pratique. On utilise le terme d'apartheid parce qu'on n'a pas de terme unique pour déterminer la politique israélienne. Mais je reviens sur l'histoire de la colonisation. On est quand même au XXIe siècle et la colonisation existe encore et se poursuit. C'est-à-dire qu'on continue quand même aujourd'hui d'expulser des gens, de voler la terre des gens, d'empêcher des gens de circuler comme ils veulent. Et je trouve ça incroyable. Je veux dire, ça existait quand les immigrés européens sont partis aux États-Unis. Il y a eu le Far West, il y a eu avant les Espagnols et les Portugais qui ont colonisé, il y a eu l'Australie, il y a eu bien d'autres phénomènes de colonisation. Mais comment peut-on tolérer au XXIe siècle un processus de colonisation, d'exclusion, de vol des terres puisse se poursuivre sans
qu'il y ait de sanctions, sans qu'il y ait de réprobation unanime, sans qu'il y ait de condamnation. Moi, ce qui me choque le plus en Israël, c'est le sentiment d'impunité et d'injustice. Les Palestiniens souffrent comme des bêtes, ils sont humiliés de façon constante, ils sont harcelés par les colons, les gamins de 16-17 ans, parce qu'ils jettent des pierres, peuvent encourir 10 ans de prison ou se faire descendre par un soldat qui tire pas à blanc mais qui tire à balles réelles. C'est ça qui est le véritable scandale. Moi, je veux dire, en tant que défenseur des droits de l'homme, je suis ni un militant pro-palestinien, ni un militant pro-israélien. Je suis simplement un journaliste qui constate des injustices. Je ne comprends pas comment, par exemple, la communauté internationale, comment après la guerre de Gaza, le pont durci, le soir même du cessez-le-feu à Jérusalem, pas très loin de chez moi parce que j'habitais pas très loin de la maison du Premier ministre, il y a 6 chefs d'État et du gouvernement européen qui sont à la résidence du Premier ministre en train de boire un coup et de discuter alors qu'il y a eu 1400 morts à Gaza, qu'on a utilisé le phosphore, pourquoi personne ne proteste quand on balance des bombes à sous-munitions pendant la guerre du Liban en 2006 et qui ont fait plus de 200 à 300 victimes après la guerre. Pourquoi Israël ne tolère jamais qu'il y ait des enquêtes, que l'ONU puisse faire des enquêtes sur Pont-Durci ou faire des enquêtes objectives sur ce qui se passe ou sur ce qui s'est passé à Gaza ou ailleurs en Israël. C'est ça qui est probablement scandaleux. Moi, je trouve ça totalement anormal que le monde soit passif. Et il est d'autant plus passif, le monde, que l'Europe, on continue. En fait, il faut quand même bien le reconnaître, parce que l'Europe, on finance. L'Europe, nous-mêmes, nous finançons la colonisation, parce qu'on donne de l'argent aux Palestiniens pour payer les fonctionnaires, pour créer un État, mais comme l'État n'existera pas, on permet, comme l'avait dit Husseini, il l'avait dit clairement, l'Europe se lave la conscience en donnant de l'argent. Les Israéliens sont contents parce qu'ils n'ont rien à payer, parce que c'est à eux que reviendrait la charge de l'occupation, et les Palestiniens, eux aussi, sont contents parce que les fonctionnaires sont payés. Et je voudrais juste revenir d'un point, pour ne pas être trop long, sur la question de monsieur par rapport au conflit israélo-palestinien pendant les élections, c'est que personne n'en parle en Israël. Personne n'en parle. Ça n'intéresse plus personne. La société israélienne et tous les sondages et toutes les manifestations de l'opinion le démontrent, ils s'en foutent totalement, et la société israélienne est devenue de plus en plus raciste et de plus en plus intolérante vis-à-vis du problème palestinien, et tout à l'heure Julien disait 57% des gens, 58% des sondés étaient en faveur, reconnaissaient qu'il y avait un système d'apartheid, et il y a même 67% dans le même sondage qui disent il n'est pas question de donner le droit de vote aux Palestiniens. Les Palestiniens, en sous-entendu, les Palestiniens de Cisjordanie. Et donc c'est bien ça l'inquiétude. Le camp de la paix, la gauche, ils ont pratiquement disparu du paysage politique israélien. Et c'est ça l'inquiétude. Ouais, donc juste pour terminer le truc sur la question des représentants à la Knesset, des représentants palestiniens à la Knesset, là-dessus, donc je vais le lire, mais encore une fois, l'apartheid, il ne s'agit pas de dire ce qu'il y avait en Afrique du Sud ou ce qu'il n'y avait pas et ce qu'il y a en Israël. L'apartheid est défini dans le droit international, et donc je vais lire, c'est très très court, mais alors, par crime d'apartheid, on entend des actes inhumains analogues à ceux qui visent le paragraphe 1, commis dans le cadre d'un régime institutionnalisé d'oppression systématique et de domination d'un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tout autre groupe raciaux, et dans l'intention de maintenir ce régime. Il n'est nullement fait mention de représentants, de régime parlementaire ou de quoi que ce soit. Je veux dire, donc voilà, il y a plein de... Encore une fois, et puis 11, ça montre encore une fois la domination, enfin bref, mais bon, voilà. Et puis là-dessus, deuxième point, qu'en est-il de la Cisjordanie? Encore une fois, l'apartheid ne se résume pas au statut des citoyens palestiniens d'Israël. L'apartheid, on parle aussi des millions de Palestiniens qui sont en Cisjordanie. Et ces millions de Palestiniens-là n'ont aucun représentant à la Knesset. Et pourtant, ils subissent les lois
les décrets, le régime militaire qui leur est imposé via l'occupation et sur lesquels ils n'ont aucun mot. Donc voilà, donc on en reparlera le jour où ces Palestiniens-là auront des représentants à la Knesset. Ensuite, ils auront des représentants dans leur Parlement. Pas à la Knesset. Dans le Parlement. Pas à la Knesset. Vous voulez un seul. C'est pas clair. Donc, c'est juste que quand on est un peuple soumis à des lois, la démocratie ou ça, c'est d'avoir un droit de regard sur ces lois qui sont votées, qui vont déterminer notre avenir. Donc, bref, mieux penser. Ensuite, oui, là, juste... c'est un peu compliqué. Non, c'est pas compliqué. Non, mais ça, c'est dans le... À partir du moment où les Palestiniens subissent des lois, ils devraient avoir un droit de regard sur ces lois-là. Après, je suis pas en train de dire... je suis pas en train de dire que les Palestiniens doivent élire des députés, des Palestiniens de Cisjordanie doivent élire des députés à la Knesset. Ah, pardon, c'est ce que j'avais compris, alors je suis d'accord. Je suis en train de dire voilà. Ensuite, sur le discours de Ben Gurion, là encore pour être très court, en 48, je vous renvoie là à l'ouvrage d'Ilan Papé sur le nettoyage ethnique et la guerre de Palestine, qui explique très bien qu'avant la déclaration de l'indépendance, enfin la déclaration de l'État d'Israël, 400 000, donc la moitié des 800 000 qui ont été expulsés au cours de ces 2 ans de guerre, avaient déjà été expulsés. Donc dire, une fois qu'on a entendu, que tous les gens ont entendu parler des massacres, etc., qu'ils ont vu les gens partir, que vous pouvez rester chez vous, je crois que les Palestiniens avaient déjà leur propre idée sur la question. Bien, on va continuer. Moi j'ai envie de dire d'autres mots, mais je le ferai plus tard. Sauf que... Non, je le ferai plus tard. Qu'est-ce qui veut s'exprimer? Oui, il y avait 2 personnes qui avaient une priorité. Alors monsieur et monsieur, tous les deux, qu'est-ce qui veut commencer? On va être galant. Bonsoir. Là, j'aimerais justement faire une petite allusion aussi à l'État juif et démocratique qu'Israël qui doit choisir. Il faut aussi pas oublier les Israéliens qui ne sont pas reconnus comme juifs parce qu'ils ne sont pas nés de mère juive. Et donc ça, ça les discrimine aussi par rapport aux chrétiens et aux musulmans palestiniens. Bonsoir. Alors, en fait, j'aimerais parler un petit peu de Jérusalem, étant moi-même palestinien de Jérusalem. Et je veux parler de 2 choses, donc témoigner rapidement de ma situation et donc parler si on peut dire, les effets de cette politique d'apartheid qui finalement suit les Palestiniens, même à l'extérieur du territoire occupé, c'est-à-dire même étant à l'étranger. Exemple, étant palestinien en France, la loi israélienne m'oblige à demander par exemple un visa pour rentrer chez moi. Un visa qui s'appelle un visa temporaire, un visa pour rentrer. Vous imaginez donc un Français qui va rentrer en France, il demande aux autorités un visa pour rentrer. Deuxième chose, si j'envisage, moi je suis étudiant, un titre de séjour étudiant me permet d'étudier en France, donc ça pose pas de problème. Mais si j'envisage de m'installer en France, de me marier ou de trouver un travail, là j'ai pas le droit parce que si tu quittes le territoire en tant que Palestinien, tu quittes le territoire israélien parce que Israël ne reconnaît pas la souveraineté palestinienne sur Jérusalem, donc il considère que Jérusalem Est, y compris, donc fait partie du territoire israélien. Donc si je quitte pour Israël, pendant 7 ans, je n'ai pas le droit de retourner. C'est-à-dire je perds le droit de résident. On en a parlé tout à l'heure de la résidence. Une dernière chose, j'aimerais parler aussi des expulsions qui se passent à Jérusalem. Et Jérusalem est particulièrement visée dans ces politiques en ce moment. Il y a une question importante de retenir, c'est on dit aux Palestiniens, vous n'avez pas le droit de construire, vous n'avez pas le droit d'acheter des territoires, de maisons par exemple, ou de terres à Jérusalem. Et pourquoi? Parce qu'il faut une autorisation spéciale. Mais on ne donne pas des autorisations pour les Palestiniens, et donc ils sont obligés de partir de Jérusalem. Donc petit à petit, on vide Jérusalem des citoyens palestiniens. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Même on fait des procès, on essaie de vérifier si cette maison appartient aux Palestiniens ou pas, et si il y a un doute là-dessus, on expulse les familles et on les remplace par des familles israéliennes.
Voilà, c'est un témoignage. Merci. Monsieur, voilà, je suis un peu gêné par le caractère désespérant que vous donnez de la situation, pas en termes de l'oppression terrible que vivent les Palestiniens, mais en termes de la place des Juifs et de la place des Israéliens dans ce combat pour la liberté. Je trouve ça désespérant parce qu'il y a eu quand même des signes positifs qui sont venus. Je pense à l'ONU, où il y a eu un basculement international qui est tout sauf négligeable. C'est tout de même une avancée des opinions publiques considérable. Et il y a en Israël des choses tout à fait importantes qui se passent. Chaque semaine sur Facebook, dans Breaking the Silence, il y a de nouveaux soldats israéliens de Tzahal qui témoignent des actes ignobles qu'on les oblige à faire ou qu'on les conduit à faire et comment ils s'étouffent dessus. Au passage, il y a d'ailleurs un soldat israélien en prison, blanc, parce qu'il a refusé de participer aux agressions. Il y a des films dont on parle aujourd'hui qui sont tout sauf négligeables. Guest Speaker, c'est tout de même un événement extraordinaire où l'ensemble des dirigeants des services secrets israéliens se rejoignent pour dire à la fois que ça mène à un gouffre et que c'est profondément inhumain. J'étais au festival du cinéma israélien la semaine dernière. Ayalon, donc ancien chef des services secrets, dénonçait avec la plus vive énergie le traitement ignoble qui est fait aux Palestiniens. Il dénonçait aussi que c'est le dos tourné à la paix. Il reproche extrêmement vivement à la direction politique israélienne ses choix d'aujourd'hui. Et parce qu'il faut que je sois dense, un dernier point. Donc il est arrivé la semaine dernière un appel de 1000 universitaires israéliens, sionistes, je tiens à le préciser. C'est un appel au secours où ils parlent de fascisation de leur société, où ils appellent à la mobilisation des Juifs du monde pour les soutenir et pour résister à ce dérapage de leur pays où ils ne se retrouvent absolument pas. Je crois que mettre dans la balance ces éléments d'évolution sont tout à fait cruciaux dans l'engagement qu'on peut avoir, et je tiens à préciser, je dis cela, je suis un militant juif pacifiste, je prends comme un honneur d'être traîné en justice, d'avoir participé à une action de boycott, et je pense tout à fait essentiel de voir comment l'opinion publique évolue, et je m'inscris vraiment en faux sur tout compte fait, les Israéliens s'en foutent. Je crois qu'il y a une volonté de faire passer ce message-là, mais qui ne correspond pas à la société israélienne. C'est vrai qu'il y a des voix, on entend des voix, il y a un certain nombre de gens qui s'expriment, qui pleurent, il y a un certain nombre de gens qui s'expriment, mais quand il s'agit de prendre des décisions, de voter ou de descendre dans la rue, il n'y a personne. Je veux dire, Netanyahou était au pouvoir depuis 4 ans. Le nouveau gouvernement est un gouvernement qui est dominé par les colons. Donc la colonisation va reprendre. C'est pour ça que la situation est désespérée. Le ministre de la Défense est pro-colon. Naftali Bennett, qui était rentré au pouvoir, est pro-colon. Le président de la commission des finances est pro-colon. Le ministre du logement est pro-colon. Donc la colonisation va continuer. Et donc comme le processus de paix est mort, il n'y a pas de raison d'être optimiste. Et comme en plus Obama a démissionné, je ne vois pas où ça va. Est-ce que ces phénomènes-là ne sont pas nouveaux et n'indiquent pas une nouvelle orientation? Mais il y a tout. En Israël, les gens s'expriment, les journaux sont libres, les journalistes parlent, les ONG existent, dénoncent un certain nombre de choses. Tout le monde dénonce le sort qui est fait aux Palestiniens. Pas tout le monde, un certain nombre de gens dénoncent ça. Mais le camp de la paix n'existe plus. Il y a Peace Now qui dénonce la colonisation, B'Tselem, il y a Breaking the Silence, il y a tout un tas d'organisations qui dénoncent un certain nombre de choses. Mais ça tombe dans les oreilles dessous. Et le problème, c'est qu'au niveau international, il y a une prise de conscience. Je pense que depuis une dizaine d'années, le sentiment
l'isolement d'Israël s'est accentué après notamment Gaza, après un certain nombre de décisions qui ont été prises et d'actes qui ont été commis par les Israéliens. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de relais politique de cette opinion publique internationale. La position même de Hollande est quand même très en retrait. Obama, on en a parlé. Quel gouvernement européen et quelle est la politique internationale européenne sur le problème du conflit israélo-palestinien? Il n'y en a pas. Comme disait M. Chanolot lors d'un débat à France Inter, il n'y a pas de politique commune et la première politique de l'Union européenne, c'est la lâcheté. Non mais, trois petites choses. Un, c'est le coup de Jérusalem, ça me fait penser à ça. La situation des Palestiniens de Jérusalem, elle est quand même exemplaire. C'est-à-dire que Jérusalem a été annexée par l'État d'Israël, c'est la capitale, etc. Mais ils n'ont pas le droit de vote aux élections. Ils ont le droit de vote aux municipales, mais pas aux élections nationales. C'est-à-dire que c'est ça aussi, au bout d'un moment, le paradoxe. C'est on veut la terre, mais pas les gens qui sont dessus. Et c'est ça la logique. Et il y a, alors parfois c'est l'aveuglement. Dire là, bon, ça va, Jérusalem, ils sont 200 000, on peut faire genre, on les voit pas, quoi. Gaza, c'était les fameux trucs du général Rabin, quand il disait j'ai rêvé que Gaza était tombé dans la mer. Voilà. Et là, en ce moment, le truc sur Gaza, c'est de refiler le bébé à l'Égypte. On a bien compris. Voilà. Et il y a toujours le problème de la Cisjordanie. Et c'est toute la contradiction, elle est là. On veut la terre, on la prend, on s'installe dessus, mais par contre, les gens qui sont dessus, on n'en veut pas. Et quand ils restent, et ben, ça pose problème. Voilà, ça pose problème. Et ben, temporairement, on les discrimine, mais la logique de fond, c'est on veut qu'ils disparaissent. Donc soit ils disparaissent du champ politique, ils n'ont pas de droit, ils n'ont pas ceci, ils n'ont pas cela, soit ils disparaissent tout court. Et bon, le durcissement de la politique israélienne, ça correspond à l'approfondissement des contradictions aussi dans la gestion de ces populations-là. Deuxième petite remarque, alors c'est pas pour ouvrir le débat, mais c'était sur le coup de voter à la Knesset. Mais il y a des trucs qui sont quand même assez paradoxaux. Vous êtes un Palestinien, vous faites un excès de vitesse en zone C, en Cisjordanie, vous payez une amende, elle part dans les caisses de l'État d'Israël, et c'est pas de l'argent qui doit vous être redistribué. C'est-à-dire que c'est... Voilà, donc c'est des petits éléments comme ça qui montrent aussi tout le paradoxe. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, vous êtes soumis à des lois sur lesquelles vous n'avez aucune prise, parce que c'est pas votre gouvernement, en vrai, qui décide de ce qui se passe en Cisjordanie. Il y a un parlement palestinien, mais quoi, ils ne peuvent pas se réunir, il y en a 20 qui sont en prison, et puis de toute façon, même s'ils votaient des lois, si l'État d'Israël dit on n'en veut pas de votre loi, voilà, donc ils ne décident rien. Donc vous subissez des lois sur lesquelles vous n'avez aucune prise, vous payez des amendes dans les caisses d'un État, etc. Quand vous êtes sur votre propre territoire, que vous commettez une infraction, vous pouvez être jugé par une puissance étrangère qui va vous mettre en prison en dehors de votre propre territoire, ce qui est quand même juste hallucinant quand on y pense. Mais voilà, tout le travail que nous on a voulu faire et qu'il faudra approfondir, c'est au-delà de tous ces éléments qui sont hyper significatifs, de dégager la logique qui est derrière. Voilà, il y a une logique derrière. Et dernier mot sur Israël, les éléments positifs, etc. Moi, je ne pense pas que ce soit des phénomènes nouveaux. Voilà, c'est pas un phénomène nouveau. Il y a toujours eu, en Israël, des voix critiques. Il y a toujours eu des gens pour critiquer la politique du gouvernement. Il y a toujours eu des soldats qui ont refusé de faire le service militaire. Il y a eu des moments où même il y avait un vrai mouvement qui était puissant, au début des années 80 par rapport au Liban. C'était des dizaines de milliers de gens, voire des centaines de milliers de gens qui sont descendus dans les rues. Donc il y a toujours eu une petite minorité, entre guillemets, activiste, etc. Sauf qu'elle arrivait à entraîner de larges secteurs de la population et de larges secteurs du champ politique. Aujourd'hui, la petite minorité activiste, elle est toute seule. Elle n'entraîne plus personne. Et ça, c'est tragique, mais c'est un constat. Donc moi, je suis pour être prudent là-dessus, c'est de dire, ces éléments-là, ils existent, ils sont critiques de la politique israélienne, ils peuvent être hyper critiques, et ils disent des choses. Je pense que si moi, je me permettais de les dire en France,
c'est un peu tendu. Voilà. Personne n'a dit qu'il n'y avait pas la liberté d'expression en Israël dans cette pièce. Il n'y a aucun souci. On peut dire plein de choses en Israël, mais sauf qu'on ne peut plus, par exemple, appeler, on peut plus fournir des informations à des gens qui développeraient la campagne de boycott à l'étranger. Ça, maintenant, c'est passible de sanctions pénales. Donc, c'est quelque part, c'est sectrisme. Donc, il y a ces éléments-là qui existent, ils ont toujours existé. Il faut les valoriser, il faut s'appuyer dessus, sur ces gens, etc. Mais il ne faut pas les survaloriser non plus, parce qu'au bout d'un moment, on se trompe et on a une vision déformée de la réalité et on n'arrête pas d'être déçu. On n'arrête pas d'être déçu à chaque élection, dire « Ouais, il y a eu un mouvement social de ouf, là, les tentes et tout, il y a 1 an et demi, vous allez voir. » Voilà, arrivez, vous voyez le gouvernement. Wow. Voilà, comme depuis 12 ans, à chaque fois qu'il y a un nouveau gouvernement, là, c'est le plus à droite de l'histoire de l'État d'Israël. Bah oui, en attendant le prochain. Voilà. Donc, moi, je ne suis pas pour être pessimiste à tout craint, mais c'est juste de mesurer la réalité des rapports de force aujourd'hui, y compris du chemin à parcourir. Et le rôle, pour le coup, des pressions internationales, le rôle des sanctions, le rôle de la campagne de boycott, c'est quelque chose qui peut avoir des effets positifs en Israël même. C'est ça qu'il faut se mettre dans la tête une bonne fois pour toutes. Ça peut jouer en Israël dans le bon sens.